17 juin qu'il y a quand même une grosse concurrence avec la soirée des prix de la SACD et le premier match de l'Euro quand même. Donc merci de vous intéresser au cinéma et pas que au foot. Je salue également tous les spectatrices et les spectateurs qui nous suivent à distance et qui sont connectés sur le site de l'ARP. Soyez tous les bienvenus dans ce cinéma des cinéastes qui est le cinéma de l'ARP. L'ARP, la Société des auteurs-réalisateurs-producteurs, qui est coprésidée par Jeanne Herry et Olivier Nakache, qui a été créé il y a plus de 30 ans par un grand monsieur qui s'appelait Claude Berry et qui depuis œuvre pour promouvoir la liberté de la création et la diversité culturelle qui en aura besoin plus que jamais. Merci infiniment à tous les partenaires qui rendent possible ces belles soirées de la création, en particulier à Netflix et à Harry. Merci aux partenaires presse qui couvrent ces soirées, le film français, Écran Total, MediaQuest, Satellifax et Bande à part. Merci aux étudiants de l'ESSEC qui filment tous les débats depuis la première soirée de la création, grâce au matériel extraordinaire que leur confie Harry pour leur plus grande joie partagée, je crois. Ces soirées sont captées et retransmises en direct sur le site de l'ARP et en replay aussi, grâce à la plateforme Culte et à ses équipes géniales. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette nouvelle soirée, en particulier Mathieu Vadepied, l'AFC qui nous a transmis de nombreux contacts, mais vous le savez, en juin, souvent on tourne. Merci à Pierre Charpillos qui va animer le débat et merci à toutes les équipes de l'ARP et du cinéma des cinéastes. Aujourd'hui, nous bouclons le cycle 2024 de ces soirées de la création. Après les effets visuels et le montage, nous sommes réunis ce soir pour parler images. Alors, José D, directrice de la photo, parle de traduction. Elle dit que le réalisateur ou la réalisatrice écrit son idée avec les mots et le ou la chef-op traduit en images avec la langue visuelle qui est celle du cinéma. Alors nous avons la chance d'accueillir des personnalités passionnantes, cinéastes, directeurs de la photo, chef-op, on verra s'il y a une différence ou pas dans ces deux terminologies. Productrice, c'est à l'honneur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À l'issue de cette table ronde, qui sera ponctuée de plusieurs extraits de films et de séries, vous êtes les bienvenus pour partager un verre dans le hall du cinéma. Et juste avant de nous retrouver en bas, nous ferons un hommage à un grand monsieur, Pierre-William Glenn, grand directeur de la photo, dans tous les sens du terme, et cinéaste de l'ARP, à travers un très joli clin d'œil réalisé par Gilles Porte grâce au concours de Sony. Alors maintenant, place à l'image. Merci Caroline et merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour discuter images avec nous pendant une durée de à peu près 2 heures. On va pouvoir échanger du coup assez longuement, c'est super. Je vais présenter un peu le casting qui nous a rejoint ce soir. Donc de ma gauche à ma droite, on commence par Tom Harary. Vous êtes directeur de la photographie. Vous avez notamment signé l'image des films Suzanne, Réparer les vivants, Le temps d'aimer de Catel Kiléveré, Un monde sans femme, Tonnerre de Guillaume Braque, La bataille de Solferino de Justine Triet, Diamant noir, Onoda d'Arthur Harary ou encore la série Le monde de demain d'Élié Cisterne et Catel Kiléveré. Merci de nous avoir rejoints. Céline Salette, bonsoir. Vous êtes une actrice qu'on ne présente plus. Vous avez tourné avec Bertrand Bonello, Sofia Coppola, Jacques Audiard, Cédric Kahn, Costa Gavras, Tony Gatliff, Cédric Jimenez, Audrey Diwan. Voilà, je peux en citer comme ça encore pendant quelques temps, descendre votre page Wikipédia. Ou récemment, dans Les algues vertes, réalisé par Pierre Jolivet, qui était ici très investi à l'ARP, donc on se permet de le citer. Vous êtes récemment passé derrière la caméra et on va en parler avec Niki, votre premier film en tant que réalisatrice consacré à la vie de Niki de Saint-Phal, interprété par Charlotte Lebon, un film qui était sélectionné au dernier festival de Cannes et dont on va voir tout à l'heure quelques images.
Mathieu Vadepied, bonsoir. Vous êtes cinéaste membre de l'ARP. Vous avez réalisé La vie en grand ou récemment Tirailleurs. Mais vous êtes aussi directeur de la photographie pour Sur mes lèvres, ou vous l'avez été en tout cas, pour Sur mes lèvres de Jacques Audiard ou Intouchable d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Mais également, et on va en parler, un métier un peu spécifique et rare dans le spectre du cinéma français, directeur artistique pour Intouchable, Le sens de la fête, Hors norme ou la série En thérapie. Isabelle Madeleine, bonsoir. Vous êtes productrice. Avec votre société Dharamsala, vous avez produit de nombreux courts-métrages. Vous avez eu 3 fois le César du meilleur court, mais aussi évidemment des longs-métrages comme Poupoupidou de Gérald Eustache-Mathieu, Mess Mascarade de Lys Salem, C'est ça l'amour de Claire Burger, Robuste de Constance Meyer, ainsi qu'Augustine, Proxima et récemment Revoir Paris d'Alice Winocourt. Et enfin Gilles Granier. Bonsoir, vous êtes étalonneur, vous allez nous expliquer un peu ce métier que tout le monde ne connaît pas forcément. Vous avez travaillé sur les films Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Tromperie d'Arnaud Desplechin, Le chant du loup d'Antonin Baudry, mais aussi les films de Frédéric Wiseman comme In Jackson Heights. Notamment, vous travaillez avec le Labo Paris. Bonsoir à vous tous. Alors certains d'entre vous, vous êtes venus avec quelques petits extraits. Je propose qu'on commence par ça. Vous puissiez un peu les commenter, comme il s'agit d'images ce soir, qu'on puisse un peu voir des images avant d'en parler. Ensuite, j'aurai quelques questions et on va comme ça un peu discuter pendant un peu plus d'1 heure. Et puis après, j'ouvrirai la discussion avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous aurez largement le temps de les poser. Alors, on commence avec vous, Thomas Harry. Donc vous êtes venu avec 2 extraits, un extrait d'Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari, votre frère, et ainsi qu'un extrait de la série, Le monde de demain, de Catel Kievere, Elias Cisterne et David Elkaïm. 2 extraits nocturnes, on le verra, mais je ne sais pas si vous souhaitez dire quelque chose avant pour les présenter en introduction. Non, on en parlera après. Alors moi j'ai plus du tout de voix non plus. Je suis désolé, d'habitude j'ai une tessiture un peu différente, mais bon, je vais essayer de parler quand même. Mais non, on en parlera après, ouais. Ok, on peut les lancer. Donc effectivement, 2 nuits de cinéma assez différentes l'une de l'autre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 2 extraits, Thomas Harry ? Alors, avant de parler des extraits, j'aimerais bien parler d'un truc qui a un peu rien à voir, mais quand même. Je suis hyper heureux d'être ici ce soir avec mes consoeurs, mes confrères, pour parler de cinéma, de création. Mais j'ai quand même envie de dire que ça me fait un tout petit peu bizarre, vu ce qui se passe en ce moment en France. Je me suis dit, mais il y a un truc un peu bizarre, quoi. Il y a quelque chose qui va peut-être nous arriver dans la figure, qui est très très violent. Et donc, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes ou prêcher des convaincus, mais moi je pense que une des multiples raisons qui fait qu'il faut aller voter, je pense très bientôt, contre l'extrême droite, c'est que si on aime le cinéma, la culture, la diversité, enfin, comment dire, je pense qu'une soirée comme celle-là, elle aurait même plus de sens dans quelques semaines avec l'extrême droite au pouvoir. Donc moi, j'ai envie de vous demander à tous, enfin de nous demander à tous d'aller voter très bientôt contre l'extrême droite. Voilà. Merci. Merci de m'avoir écouté. Donc les extraits. Et ben alors effectivement c'était intéressant le fait. Enfin, d'abord j'ai choisi ces deux extraits parce que c'est parmi ce que j'ai fait ces dernières années dont on me parle le plus. Enfin ce film et cette série. Voilà, donc j'ai l'impression que ça a un petit peu marqué les gens et donc ça m'intéresse. Puis c'est un film et une série dont je suis assez fier, quoi. Et donc voilà, j'avais envie de revenir un peu dessus. Et en plus, c'est dans des styles très différents. Et c'est vrai que le fait que c'est des scènes de nuit, ça met un peu la lumière au cœur de la scène, quoi. C'est-à-dire comment on éclaire, quelle atmosphère on crée avec la lumière. Voilà. Et dans le cas d'Onoda, il y a vraiment un parti pris très particulier, assez stylisé, assez éloigné du réalisme, on veut dire, dans la manière d'éclairer, un peu presque comme ça, de manière très précise, très contrastée. Et par exemple, on a fait le choix de pas... On voit que c'est des lampes à huile qui éclairent, on aurait pu faire vaciller un peu la lumière, mais voilà, on est resté sur un truc très... En gros, on sent la lumière. Bon, nous, ce qui nous a inspiré avec mon frère, c'est un peu le cinéma classique hollywoodien,
voilà, une esthétique de studio un peu qu'on réinvestit à notre manière, mais qui est peut-être pas si fréquente aujourd'hui dans le cinéma français. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis il y a un travail particulier, là on le voit, mais qui est un peu dans tout le film, sur l'échelle des plans plutôt moyenne, pas très serrée, et puis de la profondeur de champ, c'est-à-dire réussir dans un plan à voir plusieurs personnages, à voir toute la profondeur de l'image, pour qu'il se passe quelque chose en profondeur dans la mise en scène. Donc c'est assez flagrant dans les champs contre champs, là, dans la hutte, où on voit vraiment tous les personnages, la pluie dehors, tout ça, tout net. Ça aussi, c'est quelque chose qui se pratique plus tellement aujourd'hui, où il y a souvent beaucoup de flou, enfin beaucoup d'effets qui peuvent être assez jolis, mais qui, à mon sens, enlèvent souvent une dimension à la mise en scène, qui est la profondeur, quoi. Voilà. Et puis il y a ce plan un peu particulier à la fin, qui monte depuis la hutte jusqu'au paysage, qui était un plan très particulier, qu'on avait prévu de faire, mais qui est un plan constitué de plusieurs plans, où il y a on va dire un effet spécial, quoi, puisqu'on a tourné une partie de nuit, donc avec de la fausse pluie qu'on faisait tomber, nous, il y a beaucoup de pluie dans le film, parce que il y a les moussons qui viennent un peu rythmer. En fait, d'ailleurs, certainement, beaucoup de gens n'ont pas vu le film, donc ça fait peut-être un peu bizarre de voir un film avec des Japonais dans la jungle, mais bon, c'est des hommes qui survivent dans la jungle pendant plusieurs années, voilà. Donc la mousson revient souvent, et là, voilà, il y a ce plan fait de nuit, avec une petite montée de bruit comme ça. Et ensuite, quand on ressort des branchages, on a tourné ça de jour, donc en faisant ce qu'on appelle une nuit américaine, c'est-à-dire en tournant de jour pour faire la nuit, et en assombrissant, en bleutant l'image. Et après, en faisant une transition, voilà, en utilisant là, les effets spéciaux numériques pour faire une transition, mettre de la fausse pluie à la fin. Parce que là, sur un paysage entier, évidemment, on ne pouvait pas faire tomber de la pluie. Et même en rajoutant un ciel différent, enfin, là, en faisant une espèce de ce qu'on appelle un matte painting, un collage, quoi, numérique, pour composer un peu le paysage finalement. Donc voilà. Et le deuxième extrait, Le Monde de demain, c'est un style très différent, beaucoup plus réaliste. Donc là, il y avait un choix sur la série de tout tourner caméra à épaule. À la fois pour une raison de nervosité, de rapidité aussi d'exécution, parce que la série, c'est des conditions de tournage souvent beaucoup plus speed que des films de long métrage. Enfin, ça dépend des films, mais souvent quand même, c'est... Donc, déjà, on tourne tout. Enfin, là, on a tout tourné à 2 caméras. Donc voilà, il y a une manière de réussir à couvrir un espace comme ça à 2 caméras, sans se gêner, en ramenant pas mal d'images. Et puis, la caméra épaule permet une forme de mobilité et aussi une énergie, une sensation quand même de vitalité, même si là, c'est pas une caméra épaule qui est très, très chahutée, mais voilà, toute la série avait été filmée comme ça quand même. Et puis, il y avait un parti pris de lumière particulier, parce qu'il y a beaucoup de scènes de nuit dans Paris. Donc là, c'est la reconstitution d'un terrain vague près de la place Stalingrad dans les années 80, qui était un haut lieu un peu de l'underground de hip-hop, voilà, en 86. Donc on a recréé à Bagnolet. Voilà. Et après, donc, il y avait beaucoup de scènes d'extérieur nuit dans la série, à Paris, qui se passaient sous les lampadaires. Et donc, moi, j'avais cherché une manière de styliser un peu ces nuits, sans forcément filmer sous la vraie lumière qu'on a aujourd'hui, qui est souvent une lumière éclairée par le sodium, c'est-à-dire des lumières très orangées, comme ça. Bon, maintenant, il y a de plus en plus aussi de lumières LED, quoi, qui sont un peu plus neutres, mais ce côté lumière orange qui est très présent aujourd'hui. Et je m'étais inspiré un peu de ce qu'on peut voir dans certains films des années 70-80 qui ne pouvaient pas forcément rééclairer dans la rue. Et donc, les scènes se passaient souvent sous des lampadaires au mercure, qui avaient cette couleur un peu bleu-vert, qui est assez spécifique de cette époque et qui a complètement disparu aujourd'hui. Et donc, j'ai proposé à Elie Catel de travailler toutes les nuits comme ça pour essayer de s'en sortir du réalisme, de créer une atmosphère particulière qui marque une époque et qui, même si on ne se le dit pas, n'évoque pas la rue parisienne aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ça c'est un exemple de ça. Vous parlez d'envie assez précise, étayée aussi par votre cinéphilie, par les références que vous pouvez avoir, des contraintes, vous évoquez aussi peut-être de budget lié à la série en particulier, mais je me demande, est-ce qu'on arrive à toujours à réaliser ce qu'on a envie de faire, enfin quand vous avez comme ça une envie très précise pour ces 2 films qui sont en plus nécessitent des compétences particulières ou une certaine exigence, ça marche dans la tête, mais est-ce que ça marche en vrai systématiquement ? C'est tout le truc, quoi. C'est qu'il faut essayer d'avoir des idées assez ambitieuses et puis après on se confronte en permanence au réel, aux contraintes à la fois financières, évidemment au décor. Enfin là dans le cas d'Onoda, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent vraiment en extérieur, dans la jungle, dans des décors qu'on avait très précisément repérés et choisis, mais qui ont leurs propres contraintes physiques, etc. Enfin,
toutes sortes de contraintes, le réel, quoi, qui fait qu'on doit tout le temps s'adapter, improviser. Mais moi, je dirais que plus on prépare à l'avance et plus on a des idées un peu fortes et audacieuses, enfin, il me semble, plus on a de chances d'arriver à un résultat particulier, original. Et évidemment, en cours de route, on va adapter les choses. Mais souvent aussi, ce qui se passe, c'est qu'en cours de route, il se produit des choses, enfin, on doit s'adapter, et puis ce qu'on va faire va être plus intéressant, peut-être, que ce qu'on avait prévu, parce que des fois, on a des idées très théoriques. Voilà, et après, le réel vient aussi beaucoup enrichir, quoi. J'imagine que vous aurez à rebondir pas mal là-dessus avec vos expériences réciproques, mais je propose qu'on change un peu d'univers visuel en voyant la bande-annonce de Nikki, votre film là, qui sort. Vous pouvez nous rappeler peut-être la date de sortie. Prenez le micro. Ouais, c'est le 9 octobre. Qui sort le 9 octobre, donc on va en voir quelques images. Je ne sais pas si vous souhaitez les introduire ou les commenter après. Oui, on pas forcément. Bon, ouais. On va les voir et on les commente. Bon, c'est la première bande-annonce. Ils sont vraiment pas mal, hein, les mecs qui ont fait la bande-annonce. Et alors, ils voulaient changer un peu la deuxième musique, qu'ils trouvaient un peu kitsch. Bon, bah depuis, on n'a pas progressé. Franchement, on n'a pas fait mieux que ça. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est comme tout. On essaye, on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Voilà. Regardez, c'est vrai que ce qui me surprend en premier, c'est le format d'image. C'est pas un format forcément habituel, même si on voit des films avec ce format 4 tiers, presque 4 tiers. Alors oui, je sais pas, je pourrais pas vraiment exactement vous dire ce que c'est. C'est comme c'est 10/15. C'est ce que j'ai compris. Mais comme c'est l'idée de mon chef opérateur, je peux pas vraiment tout vous expliquer comment ça s'appelle. Mais c'est en vrai le format photo classique, quoi. Il faut citer le chef opérateur, Victor Seguin. Absolument. Bah oui, AFC aussi, d'ailleurs, comme ils sont je regrette qu'il soit pas là pour parler de l'image de Nikki. En effet, c'est marrant, traduction, je sais pas, mais immense collaboration, bien sûr, enfin, entre... Mais ça se passe comment, justement, cette collaboration ? Vous aviez une idée visuelle du film avant de le préparer ? Comment ça s'est construit ? Ouais, j'avais des petites velléités. Et non, en vrai, il y avait des trucs, des hypothèses, quoi. Hein. C'est comme quand on part toujours avec un sac à dos d'hypothèses, on voit si ça marche ou pas, mais il y avait quelques trucs que j'avais envie d'essayer. Et je remercie Victor d'être parti avec moi là-dessus. Donc, on n'avait pas de machinerie. Donc, on avait un pied, une caméra, pas de pied de projecteur, pas de projecteur. Et bah, c'était déjà pas mal. Donc, ça, c'était au départ. Et puis ensuite, en effet, notre gros défi sur Nikki, comme on ne pouvait pas représenter les œuvres, parce qu'on n'avait pas le droit, et qu'on n'avait pas le droit ni de faire des reproductions, ni de... Voilà. Assez vite, moi, je m'étais dit, bah, ça va, on fait le film quand il y a les œuvres du point de vue de l'œuvre. C'est l'œuvre qui regarde Nikki. Et puis, au fond, moi, ce qui m'intéressait dans les 10 ans qui sont traités là, c'est comment elle devient artiste. C'est l'œuvre qu'elle accomplit à l'intérieur, c'est-à-dire le trajet de transformation qu'elle fait pour devenir elle, depuis la première image du film jusqu'à la dernière. En fait, le film, il est né vraiment entre ces deux images. Dans la première image du film qu'on voit à un moment, c'est une espèce de femme bijou comme ça, elle est complètement objetisée, réduite au silence, elle est mannequin, voilà. C'est une femme trophée, quoi. Et puis, elle finit, elle s'est coupé les cheveux elle-même n'importe comment, avec une carabine, et elle défonce un tableau. Donc, manifestement, entre ces deux moments de sa vie, il s'est passé quelque chose. Et tout l'objet du film, c'est de savoir ce qui s'est passé. Donc, l'enjeu esthétique, c'était quand même important. Ça veut dire que nous, il fallait qu'on reproduise pas l'œuvre de Nikki, mais si, d'une certaine façon, subliminalement, on cherche à rendre hommage à ça. Donc, on avait plusieurs hypothèses qu'on a construites complètement ensemble avec Victor, avec lui des merveilleuses idées. Par exemple, l'idée de tous les souvenirs en une seule couleur. Ça, c'est son idée, c'est magnifique. Parce que, en fait, c'est beaucoup parti de elle, de ce qu'elle a écrit, de son œuvre aussi. Par exemple, c'est une idée à lui. J'ai retrouvé après dans le salon à New York, tout était vert, les verres étaient verts, la table était verte, ce truc un peu aristocratique et donc en effet, dans le souvenir du salon, tout est vert, comme les monstres de Nikki, comme le premier souvenir, c'est un rouge de la colère. Donc elle a peint les sexes des statues en rouge, donc tout devient rouge et il y a une espèce de comme ça. Et à la fin, on voulait faire. En fait, c'est comme le film, c'est un trajet. On voulait vraiment passer du silence au bruit de la révolte, mais aussi dans l'image de
pas du noir et blanc, mais du terne presque sans couleur à des couleurs éclatantes, comme si dans les souvenirs, parce qu'en fait, elle souffre d'amnésie traumatique, Nikki, elle recouvre la mémoire, donc dans la mémoire, dans son trauma, il y a des souvenirs très violents. Donc cette couleur dans les souvenirs nous permettait d'accentuer le fait que y ait une violation presque de l'irruption des souvenirs dans le présent, une violence en tout cas. Attendez, je vais essayer de pas vous perdre. Qu'est-ce que je disais ? Donc voilà. Donc enfin bref, on a élaboré comme ça, oui, l'image en complète amusement, j'ai envie de dire. On essayait aussi des miroirs déformants qui ne sont pas restés dans le film pour rentrer dans les souvenirs, pour tordre l'image, pour essayer de raconter cette émotion qui surgit, qui survient. La dissociation, qui est un phénomène qui intervient avec le trauma, et notamment celui de l'inceste. Moi, elle m'a amené l'idée des écrans séparés, puisqu'il y a le réel et le caché, et puis ces écrans séparés se sont multipliés dans le film. Mais c'est ce double, en fait, nous, on a essayé vraiment de traduire l'histoire de Nikki avec les images un peu littéralement, presque bête, enfin presque au premier degré, quoi. De la même manière, dans les costumes, par exemple, quand elle est enceinte, elle a une espèce de costume qui ressemble à ces nanas qu'elle a fait plus tard. Le film, il est comme ça, il est nourri de plein d'hommages, quoi, de sortes d'hommages. Les poupées cassées, tout ça, c'est des choses qu'elle a dit, comme elle a beaucoup dit, elle. Nous, on a vraiment récolté ces trésors et on a nourri le film est nourri de sa poésie à elle. Oui, c'est marrant, vous mentionnez notamment ce plan qu'on voit dans la bande-annonce où elle se reflète dans un espèce de miroir. Je ne sais pas si c'est un miroir brisé, où en tout cas on voit plusieurs fois son reflet, et là l'image du coup a une dimension presque métaphorique par rapport au récit. Oui, complètement. Et puis c'est vraiment bêtement, c'est comme systématiquement si on faisait des hommages, quoi. Parce qu'elle a fait beaucoup d'œuvres avec des miroirs brisés. Vous mentionnez la collaboration notamment avec votre directeur de la photographie, avec les personnes qui ont fait les costumes, les décors, toute la direction artistique. Ça se passe comment, le choix notamment du directeur de la photographie ? Est-ce que vous passez un casting ? Est-ce qu'il y a la rencontre se fait comment ? Ouais, je déteste les castings parce que comme je suis actrice, je vois bien que c'est un peu une épreuve sadique. Donc j'en ai vraiment pas fait beaucoup sur mon film. En vrai, j'ai choisi les gens comme ça par affection, amour. Après, c'est vrai que d'abord, Victor, il était partant, ce qui est déjà pas rien, parce que quand même, faut qu'un type veuille bien partir avec une actrice sans a priori, sans a priori, point. Non, mais c'est vrai, parce que, bon, bref, je suis une femme, c'est déjà un handicap. Ensuite, je suis comédienne, donc ça fait 2. Bon, enfin, oui, c'est mon premier film, ça fait 3. Je suis blonde, bon, ça fait 4. Ça fait beaucoup vous voyez, bon, d'handicap. Donc déjà, en plus, je lui dis bien, on part sans projecteur, sans machinerie. Il faut que quand même le mec soit enthousiaste quand même, malgré tout. D'ailleurs, mon producteur, exécutif, lui a dit, viens, il faut qu'on parle, parce qu'il n'était pas sûr qu'il ait bien compris. Mais il est d'accord, mais est-ce qu'il a bien compris ? Je crois que oui, écoute, c'est... Et donc, non, franchement, c'était trop bien. Et Victor, c'est un grand travailleur. Et comme moi, c'est un fou furieux. Il a fait un document de 200 pages avant de partir, qu'on a fait enfin, c'est lui qui l'a fait, mais c'était avec nos histoires. Et j'ai adoré travailler avec lui. C'est vraiment un type vraiment formidable. Qu'est-ce que... Non, mais effectivement. Ouais. Mais comment vous l'avez rencontré alors, concrètement ? Ah oui, comment je l'ai rencontré ? Je me suis dit, tiens, c'était pas mal l'image de Gagarine. Après, j'ai lu une interview de lui que je trouvais assez formidable. Après, on s'est rencontrés et il avait l'air partant. Donc déjà, j'étais contente, quoi. Et après, je l'ai trouvé vraiment extra. Oui, il signe effectivement une très belle image dont on voit quelques extraits, mais on encourage à voir en film. Je pose une question qui doit être une question à laquelle vous allez beaucoup répondre, mais en tant qu'actrice, est-ce qu'il y avait aussi une volonté, en passant derrière la caméra, d'un peu maîtriser l'image, d'être en contrôle là où vous ne l'étiez pas forcément en tant qu'actrice ? Pas du tout. Non, je vous avoue que en fait, la maîtrise... Même, c'est pas tellement pour moi une chose qui importe. Enfin, je trouve que c'est pas un vrai sujet de mise en scène. Mais peut-être que c'est mon expérience. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve le plus beau, c'est quand quelque chose advient. Bien sûr, on convoque des hypothèses
Mais le vrai chose que j'aime, moi, de la même manière que quand je suis actrice, c'est l'épiphanie, c'est-à-dire quelque chose a lieu qui nous dépasse tous. Hein. C'est pas juste, c'est parce que c'est la collaboration des intelligences. Et puis c'est le moment, quoi. C'est ça, c'est un rayon de soleil qui vient. C'est magique, en fait, en vrai, un plateau de cinéma. Donc, oui, de la convocation de ça, faire que quelque chose, un moment, devienne un peu sacré, documentaire, quoi. Quelque chose arrive qui est vivant. C'est presque le contraire de la maîtrise. Le travail de collaboration, effectivement, la définition du cinéma. Voilà. Passer la parole à votre voisin qui a, lui, eu plusieurs casquettes sur un plateau de film, c'est le cas de le dire, hein, parce que vous portez la casquette aujourd'hui. Mathieu Vadepied, donc voilà, petite blague de circonstance. Vous étiez chef opérateur, directeur de la photographie et réalisateur, et vous êtes venu avec plusieurs extraits de ces différentes professions que vous avez exercées. Notamment, on va voir des extraits de Sur mes lèvres de Jacques Audiard. On va voir un extrait d'un film que vous avez réalisé. Peut-être vous voulez les présenter en quelques mots, ces films et ces extraits. Oui, bonsoir. Il y a un extrait de Sur mes lèvres, effectivement, qui a été un film qui a été tourné, qu'on a tourné en 2001, je crois. Après un extrait d'Intouchable, 10 ans plus tard, et un extrait de Tirailleurs, encore 10 ans plus tard. Différentes étapes. Je propose qu'on regarde ça et puis on en parle tout de suite. Oui, des extraits de trois films très différents, mais c'est amusant parce qu'il y a quand même des points de similitude assez forts entre ces trois extraits. La caméra à l'épaule, on est très proche des acteurs à chaque fois. Ces trois étapes de votre vie différentes, peut-être si on commence par Sur mes lèvres, vous étiez effectivement chef opérateur. Pourquoi ce choix de cette caméra qui filme les lèvres, évidemment, de manière très proche, en très gros plan, et puis qui est vraiment très très vive, beaucoup en mouvement? Oui, j'ai choisi ces trois extraits parce qu'il me semblait avoir un peu de lien entre eux dans la progression de mon travail, que ce soit comme chef opérateur et puis après comme réalisateur. Il y avait avec Jacques sur mes lèvres, avec Jacques Audiard, l'idée bon, c'est un film qui est très éclairé, très mis en scène, mais qu'à l'intérieur d'un dispositif assez lourd en lumière, l'idée de garder une forme de liberté, de spontanéité, de pas figer en fait les acteurs, ce qu'on était en train de filmer, que c'était moi qui cadrais, donc j'avais l'idée aussi que trouver comment recréer de la vie dans une forme un peu... C'était une espèce d'hybridation entre une forme documentaire dans la façon d'essayer de filmer les corps et une architecture de lumière assez importante. Voilà, après ce film-là, j'ai décidé d'écrire. Donc j'ai arrêté de faire le directeur de la photo pendant une dizaine d'années. J'ai écrit des scénarios et puis réalisé des courts-métrages. Et après, j'ai fait Intouchable, où là, j'ai proposé de faire la direction artistique du film, en plus de mon travail de chef opérateur. Et là, il y avait l'idée... Alors, je passais un petit peu du côté d'un cinéma beaucoup plus grand public et une comédie, ce que j'avais jamais fait. C'était pas tellement mon ADN, si je peux dire. Et puis je me disais, tiens, pourquoi pas essayer de creuser, de donner une forme et de considérer de façon extrêmement aussi sérieuse que possible et aussi inventive et créative que possible. Voilà, c'est un film avec cette ambition populaire affichée. Donc j'ai essayé d'apporter comme ça, à la fois dans mon travail d'image, disons, et comme directeur artistique, une espèce de cadre, en fait, dans l'économie du film, dans ce que j'essayais d'imaginer de la forme que ça pouvait avoir, et aussi de chercher, de considérer, disons, ce cinéma-là
de la même façon que j'avais pu faire d'autres films. Et puis Tirailleurs, voilà, je ne tenais pas le cadre. Je l'ai fait quasiment sans lumière. C'était aussi un parti pris de trouver une forme de vérité, d'authenticité, autant que c'était possible dans un contexte où il y avait, voilà, pour le coup, une équipe assez conséquente, voilà, beaucoup de figurants, beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de cascades, d'explosions et tout ça. Enfin, voilà, surtout pour ces scènes d'assaut. Avec l'idée que pour cette scène en particulier, que je proposais au chef opérateur de l'immerger un peu comme s'il était un reporter de guerre et qu'il lui-même suivait l'assaut et de travailler à chaque fois une forme vraiment de subjectivité, c'est-à-dire d'être dans la sensation, enfin essayer en tout cas à travers l'image et le son voilà, de trouver une manière de faire ressentir un peu, d'approcher un peu ce que ça peut être, ou ce que peut être ce genre d'expérience extrême, de se retrouver sur un champ de bataille, voilà, comme le personnage d'Omar Sy. Le chef opérateur, c'est Luis Sermando Arteaga. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui en tant que vous étiez chef opérateur vous-même? Est-ce que c'est pas difficile de céder la place? Est-ce que vous n'êtes pas posé la question à un moment donné de faire la photo de votre propre film vous aussi? Est-ce que c'est impossible? Je ne sais pas comment ça s'est fait. Non, j'avais sur le film précédent, La vie en grand, j'avais déjà pas choisi de ne pas être le chef opérateur. Je trouvais que c'était important voilà, sur La vie en grand, c'était des très jeunes garçons de 10 et 11 ans, qui n'étaient donc pas des acteurs. J'ai travaillé que des non-acteurs quasiment. Et donc il y avait une attention extrêmement forte à avoir avec eux, à être présent. Et voilà, j'avais envie de travailler cette chose-là, et puis de me dégager aussi, évidemment, puisque quand on a la caméra notamment à l'épaule, c'est une attention très particulière, c'est une concentration, c'est une immersion, c'est une façon de... Voilà, on n'a pas forcément exactement le même regard, en fait, que quand on est un peu extérieur, évidemment. Et puis sur Tirailleurs, pareil, et puis je trouvais ça... Voilà, c'était toujours intéressant d'aller composer avec les talents qui sont complémentaires, qui vont amener des choses auxquelles on n'a pas pensé. C'est essentiel, quoi. Et je dois te dire que, en fait, je pense, enfin, surtout sur mes lèvres, mais beaucoup, en fait, sur la scène d'Intouchable aussi, d'une certaine manière, moi, je travaille beaucoup avec le son. C'est-à-dire que comme cadreur ou comme chef opérateur, ma sensibilité m'amène souvent à travailler la direction des plans, la façon dont je me positionnais, la hauteur, la distance, tout un tas de choses très physiques dans l'espace. Beaucoup en fonction de l'univers sonore du film, de ce qui se passait pour le personnage. Donc, bon, voilà, la caméra à l'épaule offre cette possibilité de s'adapter, d'être un corps parmi les corps qui jouent sur la scène, et de travailler vraiment la sensibilité de ce qui advient avec les acteurs ou les actrices au moment où ça se fait. Chaque prise est différente, et on peut travailler aussi d'une prise à l'autre, enfin, dans ce type, disons, d'énergie. Donc sur mes lèvres, pareil, ça m'amène vraiment à... La situation sonore du film m'amène à penser l'image d'une certaine manière, disons. Vous avez mentionné aussi votre activité de directeur artistique. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas forcément très connu en France en particulier. On imagine ça pour des séries américaines, par exemple. Moi, c'est ce qui me vient d'emblée. Sur un film comme Intouchable, ça peut paraître surprenant. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, c'est quoi le rôle du directeur artistique? C'était quoi votre rôle sur ce film? Alors, le rôle je ne sais pas s'il y a des... C'est pas quelque chose de très développé en France, je crois. Enfin, moi, je l'ai fait exclusivement avec Eric Toledano et Olivier Nakache. Ça a consisté à travailler avec eux, enfin, je sais pas, c'est comme une espèce d'accoucheur d'idées où très en amont,
j'essayais d'avoir une idée à la fois dans l'économie du film, dans son ambition, dans son énergie, son rythme. J'essayais de définir des sensations un petit peu générales comme ça, à quoi ça peut ressembler, comment c'est le montage, qu'est-ce que racontent les plans, comment on va chercher des plans, quelle nécessité ils ont d'exister. Et donc je pars on part d'une lecture du scénario, des scènes, on les interroge de l'intérieur, on voit quelle nécessité, quelle économie pour chaque séquence, quel point de vue surtout. Et à partir de là, j'essaie de dégager. Je leur propose éventuellement des collaborateurs. Je travaille sur un pré-découpage. On pense à la musique. Il y a une espèce de. Je fais un espèce de cahier où petit à petit, au fur et à mesure que les personnes de l'équipe rentrent dans la préparation, chacun, on essaye de centraliser un petit peu, de créer une communication, un lien entre tous pour que les différents départements se préoccupent de ce qui se passe aussi de l'autre côté, se nourrissent aussi. C'est à la fois une mise en relation, une vision de l'univers sonore et visuel du film, du montage, s'il y a une chorégraphie, je travaille avec un chorégraphe. Une espèce de... J'embrasse le truc et je leur fais des propositions et puis on avance comme ça. Et ça part surtout pour moi, j'interroge avant tout des questions de mise en scène. C'est-à-dire c'est quoi le sens, qu'est-ce qu'on veut raconter, et de déduire de tout ça quelle forme ça peut avoir, de façon assez... sans avoir une espèce d'esthétique a priori, mais où chaque film appelle une forme où on peut en tout cas essayer d'imaginer une forme spécifique à chaque film. Chaque film est un prototype, il faut trouver quelque chose qui est sa propre identité sonore et visuelle. Ça s'est fait comme ça petit à petit sur les différents films avec Eric et Olivier. Et puis sur la série, c'était assez passionnant parce qu'évidemment, moi j'ai été confronté à beaucoup de situations différentes et du coup ça fait penser à une architecture aussi. C'est aussi une passerelle avec la production, avec les moyens qu'il y a et comment l'économie du film appelle une économie, une forme d'esthétique aussi. Comment on tient compte de tout ça pour on pense pas juste dans son coin. Il y a tout un univers qui comprend ça, parce que pour moi, il y a des échelles. En fait, il faut travailler à toutes les échelles en même temps. L'échelle de l'économie financière du film et l'échelle des plans, l'échelle de l'économie des plans et trouver la bonne économie, c'est-à-dire pas faire des plans qui ne vont pas servir, trouver au bout de la chaîne de la réflexion quelles nécessités vont avoir chaque plan et d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils racontent. Donc où l'esthétique du film, du coup, n'est pas issue d'une réflexion esthétique décontextualisée de tout ça, mais est induite par tout ça, en fait. La série, c'est En Thérapie, donc vous avez réalisé plusieurs épisodes. Peut-être parler de production, donc on tend la perche à votre voisine. C'est vrai qu'on a parlé de la collaboration entre les différents corps de métier, entre notamment le cinéaste, le chef opérateur et le décorateur, le directeur artistique, les costumes. Mais le rôle du producteur ou de la productrice là-dedans, notamment dans le choix du chef opérateur, Isabelle Madeleine, vous avez notamment travaillé avec des réalisateurs qui ont des univers très très marqués. Je pense à Gérald Eustache-Mathieu, qui a un univers visuel très très fort. Lui, il vient avec cet univers et où ça se conçoit aussi avec lui en tant que productrice. Non, il a un univers effectivement visuel assez fort. C'est-à-dire qu'il travaille énormément sur le choix des décors, des costumes. Il fait une bonne partie d'ailleurs des accessoires qu'il fabrique au final.
de tout ce qui est la recherche graphique, etc., tout un cahier de couleurs. Enfin, il va très très loin, effectivement, dans l'univers visuel. Et après, c'est évidemment une collaboration aussi avec le chef opérateur, qui en l'occurrence était Pierre Cotreau, sur Poupou-Pidou. Moi, j'aime bien aussi travailler avec les mêmes chefs opérateurs parfois. Sur Pierre Cotreau, j'ai fait 4 films différents avec lui, avec 3 réalisateurs. Donc c'est vrai qu'en tant que producteur, par rapport à un projet, par rapport à ce qu'on connaît du réalisateur, c'est pas la même chose quand c'est un premier film, un deuxième ou un troisième. C'est pas la même approche. Par rapport à l'histoire qui est racontée, par rapport à l'univers qui est mis en place, on a une réflexion sur effectivement quelle est la personne qui pourra le mieux l'accompagner. Et voilà. Et après, effectivement, j'ai fait aussi, c'est les films d'Alice, 3 films avec Georges Chaptois. Donc à chaque fois, moi j'aime bien cet accompagnement, ce parcours, et puis même la relation qu'on peut avoir. Parfois, effectivement, quand on réduit le rôle du producteur, ce n'est que la question de l'argent et du financement, mais ça va au-delà. Et puis parfois, il y a une petite défiance au début, sur le premier ou au début. Moi, par exemple, j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup aller en étalonnage. C'est pas du tout, c'est pas mon rôle, hein, mais j'aime beaucoup aller en étalonnage, j'aime beaucoup parler de lumière. Et au début, je sais pas, un peu surpris, il se dit mais pourquoi qu'est-ce qu'elle me cherche? Et puis au final, ça se passe bien et voilà. Donc c'est derrière la production, c'est vrai que moi ce qui m'intéresse, c'est le côté très généraliste, très touche à tout. Il y a un côté très financier, un côté très juridique, mais il y a aussi une grosse partie artistique souvent qui est assez méconnue, voilà, dans notre rôle. Par exemple, concrètement, il arrive que vous présentez des chefs opérateurs, des directeurs de la photographie à des cinéastes, que vous créez ce lien. Oui, bien sûr. Oui. Donc vous identifiez des personnes qui seraient susceptibles d'apporter quelque chose au film, mais aussi que ce lien puisse se créer avec le réalisateur, c'est-à-dire que ça puisse matcher entre deux. Exactement. Par exemple, Pierre Cotreau, j'avais vu un long métrage qui s'appelle Brodeuse, qu'il avait fait en Super 16, que je trouvais très très beau. Et quand j'ai produit Mascarade, on l'a tourné en Algérie, vraiment à l'extrême sud des Aurès, à 600 km d'Alger, en Super 16. Et donc avec effectivement un camion de matériel qui est venu de France, enfin, voilà, donc pas beaucoup de... Voilà. Et j'ai tout de suite pensé à lui. Et donc c'est moi qui ai contacté effectivement Pierre Cotreau, j'en ai parlé avec les SLM, le réalisateur, et effectivement ça a très bien fonctionné entre eux, et c'est comme ça que j'ai présenté Pierre à Gérald et Sage Mathieu pour Poupou-Pidou. Donc voilà, il y a des filiations, mais c'est aussi beaucoup des questions de rencontres et de caractère. Voilà. Puisque j'imagine qu'en tant que productrice, vous devez aussi avoir un travail important de prospective des jeunes cinéastes, en vous disant, bah tiens, le travail de ce cinéaste m'intéresse particulièrement. Est-ce que c'est aussi le cas pour les chefs opérateurs? Est-ce qu'il arrive que vous voyez des films, des courts-métrages, des longs-métrages, et vous vous dites, tiens, ça serait intéressant de travailler avec ce chef opérateur, qui est-il, etc. Ben oui, c'est ce qui était passé avec Pierre Cotreau sur Brodeuse, très clairement. Je me dis d'ailleurs, la première fois où j'ai regardé le nom, c'était... Je suis allée voir Entretien avec un vampire au cinéma et j'ai trouvé la lumière, enfin, j'ai été éblouie. Et donc je suis restée à la fin pour voir qui était le nom du chef opérateur. Et donc oui, souvent quand je vais au cinéma, mais pas seulement que pour d'ailleurs la lumière, pour tout, pour les costumes, pour les décors. Je regarde toujours quand je suis interpellée ou touchée, je regarde toujours qui est la personne, qui est le technicien qui est derrière. Et vous avez mentionné notamment le fait que vous vous intéressez en particulier à l'étalonnage. À nouveau, je passe la parole à votre voisin, comme ça on aura fait un tour de table complet. Gilles Granier, vous êtes donc étalonneur. Alors c'est peut-être parmi les métiers qu'on a cités ce soir, celui qui est le plus méconnu du grand public, en tout cas. Je pense avec un public de cinéphiles ou de professionnels du cinéma, donc vous connaissez peut-être ce dont il s'agit. Mais peut-être pour nous expliquer en quelques mots, c'est quoi étalonneur? Alors, il me semble qu'en anglais on dit coloriste, peut-être plus transparent pour les anglophones. Oui, on dit coloriste, c'est un peu plus évocateur, le terme anglais. Après, grosso modo, j'arrive à la finalisation du travail du directeur photo. Je viens vraiment pour donner la touche finale, qu'elle soit de la couleur ou de la texture. On cherche en fait un peu le look du film, le grain, la texture de l'image pour aller avec le film sur lequel on est en train de travailler. Donc vraiment, je suis
un peu le bras droit du directeur photo sur cette dernière phase de finition. Vraiment, on va amener le travail qui a été fait sur le plateau sur un écran de cinéma. Donc ça a des spécifications sur la taille de l'écran, le rendu de contraste, et on va venir travailler texture et couleur tous ensemble avec parfois une productrice, un producteur et évidemment les réalisateurs et réalisatrices. Alors pour qu'on puisse comprendre concrètement, vous êtes venu avec des extraits, notamment un extrait de la série Irma Vep d'Olivier Assayas, dans lequel on voit dans la série ce travail d'étalonnage. C'est ça, en fait, ce que j'ai trouvé assez évocateur par rapport à... Enfin, c'est assez didactique et évocateur par rapport à ma fonction, c'est dans ce film, il y a 4 narrations. Il y a la narration, je ne sais pas si vous avez vu la série, mais en tout cas, il y a la vieille série de Louis Feuillade, Irma Vep, qui est en noir et blanc. Il y a le making-of de cette série, qu'on appelait Musidora. Grosso modo, on cherchait avec Yuri Glosso et Denis Lenoir, les 2 directeurs photos de la série, à avoir une image qui soit un peu une sorte de noir et blanc sépia recolorisé. Donc ça, il fallait que ça rentre dans des valeurs techniques numériques un peu simples. Alors je dis ça parce qu'il fallait que ce soit visionnable sur le plateau. Donc ça, c'est une contrainte pour moi qui était assez compliquée à relever. Et ensuite, on avait le film d'Olivier, comme on l'appelait, donc Olivier Assayas, le réalisateur, qui réalisait son film, et à l'intérieur, le film dans le film, donc, qui c'est joué par... Vincent Macaigne. Merci. Par Vincent Macaigne, qui en fait, il fallait qu'on puisse aussi être dans son film à lui. Donc on avait à peu près 4 narrations différentes au sein de la série. Et on parlait un peu des contraintes sur les séries, il faut que ça tourne vite. Yuri qui ne voulait pas changer de caméra, parce qu'on aurait très bien pu imaginer la possibilité de passer d'une caméra film à une caméra vidéo, une caméra numérique ou une petite caméra Super 8. Là, l'idée, c'est qu'il ne change rien et que tout soit fait à l'étalonnage. Donc là, il y a un premier extrait où on va voir le changement s'opérer, entre 2 narrations, le film d'Olivier et le film de Vincent. Et ensuite, j'ai pris un micro-exemple pour montrer comment sur la même image, on peut, en étalonnage, lui faire raconter autre chose. Voilà. Donc on va regarder ça, on va regarder l'extrait. Tire ma pep. Ici, ce qui est assez amusant, enfin, quand on voit ça, c'est vrai que quand on voit très bien effectivement l'esthétique années 20, mais on se dit aussi qu'il y a une esthétique cinéma dans quelque chose qui est déjà du cinéma. Donc comment est-ce qu'on fait comprendre au spectateur qu'il est face à un film, alors que de toute façon, il est déjà face à un film. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a cet effet film à l'intérieur du film. Ouais, ça fait partie de la syntaxe et toute la grammaire cinématographique. Et en l'occurrence, le changement de ratio, l'apparition du grain, et de manière assez forte et forcément notable, permet de switcher d'une narration à l'autre. Donc c'est un moyen un moyen de finalisation du travail des directeurs photo. Mais là, ce qui était intéressant vraiment, c'est cette partie qui aurait été compliquée à faire sur un plateau, alors pas impossible, hein, mais qui va être reportée, parce qu'aujourd'hui c'est possible de le faire en post-production, qui va être reportée sur l'étalonnage. Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas trop avant. Avant, on allait décider d'une chaîne photochimique, enfin une chaîne de développement de l'image via la photochimie. On avait quelques procédés possibles, et après on allait vraiment recaler l'image, chaque plan les uns avec les autres et les séquences ensemble. Là, je trouve qu'on a beaucoup plus de champs possibles sur l'esthétique qu'on peut amener sur l'image d'un film. Ouais, y compris donner une esthétique argentique sur un film numérique. Oui, alors, c'est très intéressant, c'est tout à fait possible. Après, ça ne remplace pas le tournage argentique non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors on a un champ de possibles assez large en post-production et dans cette étape de finalisation, finalement, on est quand même beaucoup focalisés tous sur le fait de reproduire de la pellicule. Ça, c'est marrant de voir comment un jour on va dépasser ça. Il y a quelques films qui arrivent, mais pour l'instant, on a encore une sorte de boulet attaché. Alors, c'est vrai que l'esthétique pellicule est très belle, mais on a encore, je pense qu'on a une inventivité, enfin un pouvoir d'invention qui n'est pas encore, qui est sous-utilisé aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est pas particulièrement vrai? Ça, je me tourne vers l'ensemble d'entre vous pour les films d'époque. Enfin, cette esthétique numérique, est-ce qu'elle n'est pas plus présente dans des films qui se passent de nos jours et qu'on a peut-être plus de mal à aller vers une esthétique 100% contemporaine ou numérique sur des films d'époque? Je ne sais pas comment vous avez réfléchi, vous avez tous travaillé sur des films d'époque. Comment est-ce que vous avez réfléchi à cette esthétique-là, cette question esthétique? En plus, c'est marrant, dans les extraits, il y en a plusieurs. Quoi. Il y a Onoda, Le Monde de Demain aussi. Pardon, ma voix est un peu... ton film aussi, il y a la question, j'imagine, de l'époque, et puis sur Tirailleurs. Et c'est vrai qu'il y a un... Alors là, oui, on se pose forcément la question. Moi, sur Onoda, on aurait aimé tourner en pellicule à un moment.
on l'a écarté pour des questions à la fois économiques et aussi d'organisation, parce que tourner en Asie, il fallait développer les négatifs en France pour que les assurances couvrent. Enfin, c'était tout un pataquès très compliqué. Et c'est vrai qu'après, à l'étape, dès le tournage, je dirais, parce que ça, c'est déjà des choix qui peuvent se faire au tournage, avec le choix des optiques, des filtres aussi qu'on peut utiliser au tournage pour diffuser l'image. Déjà, on marque quand même une esthétique assez fortement, puis la manière d'éclairer, tout simplement. Mais ensuite, c'est vrai qu'à l'étalonnage, nous, c'était un peu notre baromètre. Alors nous, on voulait le faire très subtilement, c'est-à-dire on voulait pas... Moi, je trouve le risque dans ce rapport comme ça à l'esthétique 35 ou 16 mm aujourd'hui, avec une forme de nostalgie qu'on a encore, et même notamment dans les films d'époque, c'est justement d'être un peu pompier des fois dans la manière dont on le fait, de pouvoir... de manquer un peu de subtilité, parce que c'est tellement facile aujourd'hui d'en faire un signe comme ça très visible. Donc voilà, nous on a essayé de le faire assez finement. Et je crois qu'au final, c'était plutôt intéressant de tourner ce film plutôt en numérique, parce que malgré tout, dans son esthétique, on sent le numérique, quoi. C'est une espèce d'objet un peu hybride, avec en plus une manière d'éclairer, de cadrer, qui est quand même héritée d'un cinéma un peu daté, classique, tout ça. Donc, avec le recul, d'ailleurs c'était pareil avec son premier long métrage Diamant Noir, où on s'était un peu posé la même question. Et au final, il y a une richesse quand même qui vient je pense là du coup du numérique, notamment des couleurs, d'une gamme de couleurs qui serait pas possible en pellicule et qui vient enrichir un peu, en tout cas c'est un peu autre chose que si on l'avait tourné en pellicule et peut-être finalement moins rétro dans l'esthétique, quoi. Mais moi ce que je remarque, c'est que même sur les films contemporains, c'est assez difficile de se libérer quand même de la nostalgie de la pellicule. C'est très très fréquemment on rajoute un tout petit peu de grain, même si c'est quasiment invisible, parce qu'on trouve que le numérique a quelque chose de froid, d'un peu désincarné. Alors après, j'ai vachement réfléchi à ces questions-là, c'est assez compliqué d'analyser entre le fait que pour beaucoup d'entre nous, la cinéphilie, les films qu'on a aimés, on les a vus dans ces images-là, donc en fait, c'est les images qu'on a aimées, donc c'est un peu normal de vouloir refaire des choses qu'on a aimées. Je pense qu'effectivement, avec les générations, ce truc va changer, parce que plein de gens les générations à venir vont voir des très beaux films, des grands films qui n'auront pas été tournés en pellicule, et peu à peu. Je pense que c'est un processus assez lent, quoi. On pourra se libérer de ça. Et puis j'ai quand même réfléchi sur la question de la matérialité et du support, parce que je me suis dit récemment, il n'y a pas d'œuvre d'art qui soit immatérielle. Dans toute œuvre d'art, on sent le support. La photo, c'est sur du papier. La peinture, il y a toujours le grain, la toile, le bois. La peinture elle-même. La sculpture encore plus, la pierre, tout ce qu'on veut. Je parle des arts visuels, je parle pas de la musique, ou de la littérature. Mais je pense qu'il y a un truc assez ontologique de se dire c'est bizarre d'avoir une image qui a l'air d'être du rien, quoi. Et en fait, il n'y a pas de rien, quoi, parce qu'évidemment, même le numérique, on appelle ça le virtuel, mais c'est pas virtuel, quoi. Et donc peut-être on a besoin d'accrocher un truc physique, quoi, pour que ce soit un peu réel. Je sais pas. Céline Sallet, je vous vois acquiescer, donc on passe le micro. Je passe une question que vous êtes posée aussi pour Niki, de trouver la bonne esthétique pour le film. Bien sûr, oui. Il y a une chose... Nous, on n'avait pas de maquilleuse sur le film, donc... comme Charlotte se maquillait comme elle voulait, quand elle voulait, mais qu'elle ne se maquillait pas beaucoup. Et elle aimait bien ce truc de ne pas être entravée. Moi, je ne voulais pas non plus de coiffeur, mais on m'a forcé. Parce que comme c'était l'époque, il y a quand même des codes à respecter. Parfois, il y a des codes. Mais en vrai, quand c'est les codes, il faut les raconter. Et puis sinon, tout le reste du temps, il y a mon coiffeur. C'est un coiffeur de génie. Il faisait la perche. Il faisait des trucs... Des trucs tout à fait pas son rayon, mais il le faisait génialement. Et du coup, il se faisait pas chier, parce que quand même, la plupart du temps, on aimait bien quand les cheveux, ça, c'était rien. Donc oui, l'esthétique, c'est aussi, en fait, c'est aussi le partenariat, y compris l'image. C'est ça qui est vraiment beau. Par exemple, dans le film Victor, après, je sais qu'il a aussi fait l'étalonnage, pour une grande partie. Même si après, il a eu besoin d'un petit coup d'épaule, parce qu'il était face à sa propre création et il devenait parfois zinzin, de travailler sa propre peinture, quoi. Il aimait bien, il avait rajouté un grain et un truc sur tout le film, et moi je supportais pas, parce que comme j'avais fait que voir les images en montage et qu'elles n'étaient pas comme ça, j'y arrivais pas. Donc il y a aussi ce truc, méfiez-vous les étalonneurs, attention. Le réalisateur s'habitue beaucoup aux images de... Donc Victor, il avait préétalonné tous les soirs, il préétalonnait. Donc moi j'avais un rapport comme ça,
c'est comme une habitude en fait. T'as l'habitude de voir les images, tu sais, dès qu'elles changent, hop, c'est heurtant. Et aussi ce qu'il avait rajouté faisait un léger flou. Et moi, je supportais pas. Je trouvais que ça me mettait à distance et tout ça. Donc tous les grains et tout, les petits trucs qui sont un peu fun, enfin, je sais pas comment dire, un peu comme ça. Moi, ça m'empêchait en fait. Bizarrement, comme c'était un film d'époque, j'avais besoin d'être très réaliste, enfin d'être très près des acteurs. Donc sans maquillage, bien sûr, et lui, il avait probablement des filtres et tout ça, mais plus j'étais près, mieux c'était. Parce qu'en réalité, c'est Garel qui m'avait appris ça à l'école. Une fois que tu as mis un gros décor, que tu as dépensé beaucoup d'argent pour faire un décor, que tu as mis beaucoup de gens en costume, bah tu n'as rien filmé. Tu n'as pas raconté l'histoire. C'est-à-dire que tu as dépensé beaucoup d'argent, peut-être, mais tu n'as pas encore raconté l'histoire. Ça veut dire que l'époque, c'est vraiment un piège. Un piège à cinéma, parce que le cinéma, c'est que quand c'est vivant. Le reste, c'est vraiment de l'argent. Si t'en as, tant mieux. Si t'en as pas, tant pis. Mais je veux dire, c'est pour ça qu'il y a des films pauvres. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'argent. Allez, salut. Là, vous évoquez effectivement le travail avec l'étalonneur. On a parlé du choix du chef opérateur. Je ne sais pas, Gilles Granier, est-ce qu'il y a aussi, à un moment donné, les cinéastes choisissent un étalonneur ou de travailler avec une société d'étalonnage particulier en raison de sa manière de faire, comme on choisit de travailler avec un chef opérateur? Ça peut être le cas. Enfin, c'est le cas avec Fred Wiseman, par exemple, en documentaire. Mais bon, là, c'est vraiment des équipes très réduites. Donc, on a des habitudes. Ça fait 15 ans qu'on a notre rituel d'étalonnage, enfin lui de tournage et d'étalonnage chaque année quasiment. C'est assez saisonnier. Sinon, non, l'association, c'est vraiment une association entre un directeur de la photographie avec un étalonneur, et on est tous les deux au service de la réalisation. Mais ça, il arrive qu'à la réalisation, on demande un étalonneur, mais je pense que ça met dans une situation plutôt désagréable le directeur photo. Je pense que vraiment, pour moi, vraiment, je suis en binôme avec les directeurs photo. En tout cas, c'est comme ça que je conçois mon travail. On évoquait l'esthétique du cinéma d'époque. Là, vous parlez du documentaire. C'est vrai que comme ça, d'emblée, on imagine moins l'étalonnage sur le documentaire. On se dit on est plus proche du réel. Est-ce que ça s'étalonne d'une manière particulière en documentaire? C'est assez propre à chaque réalisateur, réalisatrice. Mais voilà, je sais que Fred aime beaucoup les images assez saturées. Donc, c'est des choses qu'on va quand même travailler assez précisément. Là où d'autres seraient plus intéressés pour d'être le plus discret possible. Mais je pense que l'étalonnage, enfin la notion de réalisme et l'étalonnage ne sont pas du tout incompatibles. Je pense que l'étalonnage peut justement permettre d'être très réaliste. Alors sur le documentaire, on n'a pas vraiment besoin de l'être, mais parce que d'emblée on l'est, mais sur de la fiction, on va vraiment chercher à masquer des sources et à faire en sorte que tout ça ait l'air absolument naturel. On enlève tout ce qui pourrait être une trace du hors-champ d'une équipe de tournage. Oui, donc avec l'étalonnage, quelque part, on est plus réaliste de l'œil du spectateur parfois que les rushs brutes. Voilà, il peut y avoir vraiment ce travail de raccord, de réalisme, qu'on a l'impression que tout devienne très fluide et simple. Et de la même manière, on peut aussi aller chercher des esthétiques extrêmement fortes et marquées pour certains films. Ouais, ça pose une question assez générale. Est-ce que l'esthétique du film, est-ce qu'elle doit se remarquer pour le spectateur, ou au contraire, est-ce qu'on ne doit pas la voir du tout, quoi? C'est ça. Oui, voilà. En tout cas, c'est une vraie question qui est posée avant de tourner le film. Et pour rebondir sur ce que disait Céline, c'est on essaie de travailler de plus en plus, on essaie de faire en sorte qu'au montage, l'image qui soit donnée à monter soit la plus définitive possible, notamment en termes de texture. Parce que le travail de l'habitude est tellement fort qu'en fait, c'est très compliqué de changer. Et notamment, il y a une équation toute bête, c'est se dire, ça a marché. Là, vous me changez un truc, peut-être que ça va plus marcher. Donc en fait, il faut vraiment que nous, à l'image, on propose quelque chose de très poussé, mais en accord avec la réalisation, c'est pas du tout. Mais avant le tournage, pour que dès qu'on est sur le plateau, déjà la caméra montre une esthétique avec laquelle tout le monde va pouvoir travailler. Donc choisir la couleur du costume via ce que va rendre la caméra et le look choisi en amont. Et ensuite fabriquer l'image qui est remontage avec toutes les caractéristiques d'une image finie, pour qu'en fait, il n'y ait pas cette variable qui change au dernier moment. Et je comprends très bien qu'après 6 mois de montage, faire le deuil d'une image en 10 jours, c'est dramatique pour quelqu'un qui s'est habitué à ça, qui a fabriqué son film comme ça. J'aimerais revenir sur une chose qu'on disait tout à l'heure, cette esthétique argentique qui semble encore très présente. Je me demandais, Isabelle Madeleine, est-ce que vous, quand des cinéastes viennent vous voir, est-ce qu'il y a des projets, est-ce qu'il y a un nombre assez important de personnes qui ont envie de tourner aujourd'hui en argentique encore? On sait que les coûts sont importants. Oui, il y a une forme de fantasme
Imagine. Ouais. Qui est toujours, mais si quand même on tournait en Super 16. C'est comme on dit qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc tout de suite la solution c'est le Super 16. Donc moi j'ai connu la bascule parce que les 3 premiers je les ai faits donc en pellicule et mon premier film en numérique c'était Augustine justement qui est un film d'époque, le premier film d'Alice Vinocourt. Et avec Georges Chaptois, on avait fait des essais. On avait fait des essais en disant de toute façon le 35 mm était hors de question en matière de budget. Surtout sur des premiers films parce que moi je me souviens les 3 premiers longs que j'ai produits qui étaient dans des économies très serrées. Il y avait une pression sur la pellicule tous les jours, c'était combien de mètres par rapport au devis, etc. Et donc, ça créait une grande tension aussi avec le réalisateur. Et moi, le premier long que j'ai produit, c'était Avril. Je sais qu'on a dépassé. Et pour moi, financièrement, ça a été très compliqué. Et donc, sur Augustine, on avait fait un essai en Super 16, en numérique, etc. Et Georges, évidemment, poussait un peu plus pour la pellicule. Et en fait, au vu des essais, et par rapport à la problématique effectivement que je viens de dénoncer, sur le nombre de prises, sur le temps, et par rapport à l'économie, c'était un premier long métrage. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un film avec Vincent Lindon et Soko, qui raconte la relation entre le professeur Charcot et sa patiente favorite, Augustine, qui était censée effectivement avoir une maladie très mystérieuse qui s'appelle l'hystérie. Et donc, sur un premier long métrage, effectivement, en costume, voilà, on avait une pression financière assez forte et on a fait ce choix-là. Mais je dirais aussi que par rapport sur le film en costume, la plus grande crainte, c'est surtout de ne pas être dans la reconstitution, de ne pas être dans quelque chose de figé. Et ça, c'est le gros travail qu'il y a à faire et c'est vraiment le combo entre la lumière, les costumes et les décors. Parce que si vous avez un très beau décor, ce que tu disais Céline, qui coûte très cher, et qu'on voit tout, en fait, on voit la reconstitution, on voit le souci, le détail qui a été apporté au bouton de porte ou quelque chose comme ça et tout. Pour autant, ça crée comme une sorte de carcan. Et il y a un risque que ce soit très très figé, qu'on soit dans la reconstitution. En fait, je trouve que c'est la plus grande difficulté quand on fait un film d'époque, en fait. Alors Tirailleurs, c'est un film d'époque aussi, mais là, dans l'extrait qu'on a vu, on est effectivement loin d'être figé. Alors c'est aussi un film de guerre, mais la caméra est vraiment... déjà son micro fantastique, est vraiment en mouvement, elle est dans l'action, et on sent que le spectateur, c'est comme s'il faisait partie, avec ce point de vue, de cet assaut, de cette action-là. Vous mentionnez aussi le travail avec le son, et c'est vrai que dans l'extrait qu'on a vu, il y a énormément d'informations, à la fois visuelles, à l'image, il se passe beaucoup de choses, il y a des explosions, il y a beaucoup d'informations au niveau du son, ça... Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment est-ce que vous avez construit cette séquence et si elle devait forcément ressembler à ça dès l'origine ? Comment je l'ai construite? Alors ça, c'est un long processus. Hein. C'est un travail de répétition avec les cascadeurs, puis avec les figurants, puis avec les acteurs. C'est plein de couches différentes, en sachant qu'effectivement, on avait... ce qui n'est pas évident, c'est de créer la tension nécessaire, alors que, bon, évidemment, les explosions, elles ne sont pas réelles et qu'on n'est pas, on n'est pas dans la guerre réelle et que donc pour créer cette tension pour les acteurs, les figurants et que tout le monde soit rempli de cette atmosphère-là, on a dû souvent on mettait des enceintes assez énormes sur le champ de bataille pour faire en sorte qu'il y ait au niveau sonore cette atmosphère-là, en fait, parce que c'est compliqué, en fait, de jouer ça, oui, de recréer cette tension-là et cette horreur de la mort imminente. Et ce que je pensais aussi sur le film d'époque et par rapport à une nostalgie, ce qu'on essaye de recréer d'une façon générale par rapport à l'image et depuis que les prises de vue sont en numérique, et donc de rajouter du grain, de trouver quelque chose. Je ne suis pas sûr que ce soit tant la nostalgie que la difficulté qu'on a. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est apparu, par exemple, sur Intouchable. En fait, Intouchable, c'était en 2010 et c'est le moment où ça a basculé. C'est-à-dire, on a tourné en pellicule, mais on a choisi de tourner les nuits en numérique. Et puis, le film devait être exploité en pellicule, en copie. Et puis, finalement, c'est l'année où ça a basculé. Le moment où le film est sorti, toutes les salles s'étaient équipées en numérique. Donc, le film est sorti en numérique. Et donc,
donc on était un peu à plein de niveaux entre 10 trucs, quoi, des choix difficiles. Mais il me semble que depuis, donc ça commence à faire un peu de temps que les films se tournent exclusivement en numérique, quasiment, et que la question, elle se pose toujours, effectivement, de la matière. Et moi, dans cette transition entre chef-op, directeur artistique et réalisateur, ce que je sentais du numérique, c'est que ça devenait tellement clinique, précis, voire un peu froid, quoi, qu'il y avait toujours... Bon, ça pouvait être le grain, mais ça pouvait être d'autres choses. Il y a toujours cette recherche de tordre un peu ça, parce que c'est trop lisse, en fait. Du coup, un espèce de truc à plat qui fait peur un peu, où du coup, on a l'impression qu'on ne va pas rentrer dans un univers fictionnel, que le film soit réaliste ou pas, dans son ADN. Il y a besoin de trouver des passages, des façons de transformer l'image ou de la tordre un peu, ou de lui amener de la matière. Voilà. Il y a toujours cette recherche-là. Ça passe entre autres par ramener un peu de grain. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu confronté à ça. C'est de la recherche d'un truc, d'une matière organique, de quelque chose qui nous touche, qui n'est pas la réalité pure telle qu'on l'a enregistrée, qui a une espèce de réflexion sur par quoi on doit passer pour rentrer aussi dans un univers fictionnel, aussi réaliste soit-il. Oui, d'ailleurs, les films qui ont une pure esthétique numérique, c'était presque il y a 15 ans un peu cette mode, et on en est un peu revenu. Je pense au film de Steven Soderbergh, par exemple, qui tournait dans les années 2010, qui était plus numérique esthétiquement que le sont ces derniers films. C'est un vaste débat, l'argentique, le numérique, il y a énormément de choses dont on peut parler, mais j'aimerais peut-être passer la parole à la salle. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Qui est la première personne? Oui, on a une question en haut à ma droite. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour la table ronde qui était très enrichissante. Ma question est la suivante, je me demandais comment est-ce que tous vous appréhendiez l'aspect infini, l'infinité du processus créatif. À savoir, je pense qu'on peut toujours parfaire une proposition colorimétrique, une composition d'image, et comment est-ce que vous prenez vos décisions sur le tas ? Ouais, c'est intéressant. Alors, mais le côté infini, enfin, justement, la réalité, en fait, les compromis incessants qu'on doit faire avec le réel, avec les contraintes, font qu'on n'a jamais. Enfin, en tout cas, on va dire, quand on rentre dans la fabrication concrète, à partir de la préparation, puis le tournage, tout ça, et je suppose que c'est pareil le montage. Je pense qu'on a rarement le sentiment d'être perdu en face de l'infini, quoi. Peut-être c'est un truc qui existe en écriture. Enfin, je sais pas. Quand on commence à écrire ou en cours d'écriture, là, par contre, le scénario, écriture en littérature, j'imagine. Là, a priori, et encore que pour le cinéma, c'est pas si vrai parce que comme on est toujours conscient à peu près des contraintes économiques dans lesquelles on sera quand on fera le film, en fait, ça nous bride aussi, quoi. Et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais en tout cas, pour ma part, à partir du moment où j'arrive en préparation au tournage, on est tout de suite dans le concret. Moi, en général, ce qui m'angoisse le plus, parce que j'avoue que chaque nouveau projet est un peu angoissant au début, moi je trouve. Et je pense pas que l'expérience y change grand-chose. Enfin, il y a toujours un moment au moment d'y aller, enfin, parce qu'il n'y a pas de projet facile. Enfin, même parfois des films qui ont l'air plus petits, moins chers, justement, il n'y a pas assez d'argent, donc il y a plein de choses à faire et on ne sait pas comment on va faire. Enfin, bon. Et puis même l'obsession de se dire, tiens, comment on va créer quelque chose qui est original, enfin, qui trouver un langage, une mise en scène, une esthétique avec la réalisatrice, le réalisateur qui va être forte, quoi. Enfin, moi, le moment qui me fait le plus peur, en général, enfin, si on parle de cette question d'inquiétude, c'est vraiment le début de la préparation, où justement les choses sont pas très concrètes, sont un peu floues, il y a plein d'inconnus. Alors, et pour le réalisateur, je pense que ça doit être un peu pareil, enfin, où tout est un peu très flottant, et on n'a pas encore les décors, donc on imagine. Voilà, et j'ai remarqué que plus on travaille et plus on s'approche du tournage, plus cette angoisse, elle a tendance, sauf quand ça se passe relativement bien, évidemment, s'il y a des difficultés concrètes qui s'accumulent, ça peut être très angoissant, mais en général, le processus va plutôt vers un truc que plus c'est concret, plus c'est précis, plus
les choix en fait se font parce qu'à un moment on doit choisir entre une chose et une chose, quoi, mais pas entre plein de possibles. Enfin, moi, il me semble souvent. Et donc en général, quand on arrive un peu à la veille d'un tournage, déjà on est vachement plus fort, moi je trouve. Encore une fois, si on a eu un minimum de temps pour préparer. Et le tournage, quand ça se passe pas trop mal, enfin je veux dire à moins qu'il y ait vraiment soit des grosses tensions, soit des gros imprévus. Après les choses elles se font. Alors on peut rater hein, ou réussir, ça de toute façon on le saura qu'après, mais ou on s'en rend parfois compte sur le moment. Mais après on est vraiment dans l'action, quoi, dans le faire, et donc les décisions c'est hyper pragmatique. Mais j'avais travaillé avec une réalisatrice, Pascale Breton, qui disait un truc intéressant. Elle disait en fait on n'est jamais, enfin le moment du tournage c'est plus le moment où on est intelligent, c'est plutôt avant qu'il faut réfléchir. Et après quand on est sur le tournage, enfin en vrai c'est pas totalement vrai dans le sens où il y a une intelligence pratique et pragmatique et intuitive, mais en gros, on est embarqué dans une énergie, quoi. Et donc voilà, c'est très concret en fait de faire un film. Donc on n'est pas tellement en face de cette question-là, je trouve. Mais en effet, c'est ce que tu disais. Cette question, elle se pose au départ quand tu te dis alors quelle histoire j'ai envie de raconter, qu'est-ce que je vais raconter. Là, c'est infini, oui, presque. Mais pas tout à fait, puisque toi, t'es toi, et que je ne sais pas si tu peux avoir envie de parler de tout. Tu vois, a priori, non. Et puis, c'est tellement difficile, long, beau, éprouvant, qu'en effet, il faut être accroché à quelque chose de très solide à l'intérieur. Il faut que la nécessité de raconter l'histoire, elle soit grande. Sinon, oui, ça n'a pas de sens. Il faut s'accrocher au sens. Et après, en effet, moi, par exemple, sur le film, je pouvais... quand est-ce que ça s'arrête le montage, quand est-ce que ça s'arrête, le film est fini. Moi, le film il est projeté. Je suis encore en train de dire attendez, non, parce qu'on a fait un noir. Parce qu'en fait, ce qui est très dur dans la fabrication, c'est que par exemple, le montage, on monte en pas très grand. Donc on vérifie des fois en grand, mais c'est que là qu'on voit le film. Donc ça, c'est par exemple épouvantable, c'est très pénible. Donc par exemple, moi je peux dire, le jour de la projection à Cannes, j'ai découvert le film. C'est vraiment con, parce que c'est vraiment trop tard. Et par exemple, ce jour-là, je me suis dit, ah merde, on a vraiment voulu laisser... C'est toujours pareil, en fait. L'hypothèse, elle se vérifie ou bref, je n'ai pas l'autre mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle se vérifie ou non. Donc, alors par exemple, le vrai luxe serait de dire, ok, alors je fais le montage, mais très régulièrement, genre, c'est ce qu'on faisait, hein, toutes les 2 semaines, semaine et demie, tu vas voir en grand, mais déjà voir avec d'autres gens, t'as encore une autre vision. Parce que et plus tu vois avec des gens, plus ta vision change. Donc, enfin bref, ça c'est un peu infini, je trouve. Ce truc-là. Bref. Moi, non, je trouve que c'est assez concret en fait quand on aborde, le scénario est terminé et qu'on aborde les questions esthétiques, les questions de fabrication. Ça devient assez concret puisque l'univers du film il est là déjà par énormément d'éléments dans des espaces donnés, dans un rythme, dans les acteurs qui vont des personnages, donc une énergie. Donc, tout ça, pour moi, c'est de ça dont je pars en tout cas pour trouver le sens de ce qui va. De à quoi ça va ressembler. En fait, c'est comment, à partir des éléments divers, dramaturgiques, mais aussi de types d'espace qu'on va filmer, de types d'ambiance, de types de rythme qu'on veut donner, de types de musique, d'univers sonore. Moi, je me pose les questions un peu séparément et puis mélanger de tout ça. Et de ça émergent des choses qui sont induites en fait par l'écriture. Donc c'est un cheminement qui, comme ça, se fait petit à petit sur... ça peut être des couleurs ou effectivement du rythme ou qu'est-ce que ça va être le montage du film, c'est-à-dire chaque scène, à quoi elle va ressembler rythmiquement. Est-ce qu'il faut faire 10 plans ou un seul plan, ou est-ce que c'est un plan fixe? Et chaque choix va raconter, en théorie, pour moi, on va dégager le sens que doit avoir... la scène, du sens que doit avoir la scène, ou du sens qu'elle a, ce qui prédomine en tout cas, un élément, ça peut être un élément sonore ou quel qu'il soit, de ça on va tirer une forme. Et donc ça se déploie en fait de façon assez organique pour moi. Ce qui est plus infini et plus compliqué,
c'est à la source, c'est l'écriture, c'est le début de l'écriture. C'est voilà, se poser les questions vraiment essentielles des personnages, de ce qu'on veut raconter. Ça, c'est un peu abyssal. Voilà, moi j'ai un peu remonté le courant de ce processus en fait, en partant plutôt de la photo au départ, et puis après du Super 8, et puis après l'image qui bat, et essayer de trouver une forme de sacré, une forme de qu'est-ce qui peut advenir, qu'est-ce qu'on peut révéler de quelque chose du monde comme ça, comment on peut s'émerveiller de quelque chose. Et puis après je me suis attaqué aux mots qui précèdent tout ça, qui peuvent éventuellement précéder ça. Et ça, oui, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Donc, bon, voilà, c'est un élément de réponse. Oui, en fait, c'est un film, c'est un peu comme un entonnoir, en fait. C'est qu'effectivement, au début, c'est quelle histoire on veut raconter. Et là, d'abord, c'est assez passionnant, d'ailleurs, quand on est producteur et quand on commence à parler de l'idée première du film. Quand un réalisateur dit j'ai peut-être envie de raconter cette histoire ou cette histoire-là, donc il y a toujours un échange, et puis il y a toute la partie effectivement de l'écriture du scénario. Mais une fois que le scénario est fini, après, c'est une succession de choix. C'est-à-dire que ça va être le choix du casting qui déjà oriente quelque part le film que vous faites. Après, c'est le choix effectivement des décors. Moi, j'adore les repérages, parce que là, on voit visuellement ce que ça peut donner. C'est le choix des costumes, c'est le choix de l'équipe technique. Ce ne sont que des choix successifs. Et effectivement, après, il y a une autre phase, qui est celle du montage-image, qui est là, c'est de nouveau de l'écriture. Sauf qu'il n'y a pas d'infini possible, parce que vous avez une matière existante. Donc effectivement, cette matière, vous pouvez la tirer dans tous les sens, et ça peut prendre beaucoup de temps. Effectivement, parce que par rapport le rapport à l'écran, mais le rapport au son aussi. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas un film que j'ai produit où, grosso modo, on est à la fin du montage-image, et qu'on a vu plein de projections en grand, etc., et on est au montage-son, et on retourne en montage-image. C'est-à-dire que le son, tout d'un coup, change le rythme d'une séquence. Et donc, tout d'un coup, on se dit, alors là, c'est trop long, là, c'est trop lent, etc. Et pareil avec la musique. Donc, effectivement, c'est une phase qui peut comme prendre du temps, il y a des allers, des retours, mais pour autant, vous partez d'une matière qui est concrète, qui est ce que vous avez filmé. Donc, c'est pas infini. Est-ce qu'on parle... Comme on va tous mourir, on peut se dire que l'infini n'existe pas et que bon, je veux dire, on est ici pour un temps limité, donc autant pas se faire chier, quoi. Ce qu'il y a, c'est que quand je vous écoute, j'entends parler de musicalité, en fait. C'est comment mettre en musique la matière dont vous disposez. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question ? Et la cibler, peut-être. Parce que sinon, il y aura 3 questions posées pour la salle. Donc peut-être une question précise à quelqu'un. Attendez, je viens vous voir tout de suite après. Montrez-vous là-bas. Voilà. Une toute petite précision pour finir, c'est que la limite principale, en général, c'est l'argent et le temps, quand même. Parce qu'on n'a jamais assez d'argent ni de temps. Et donc, c'est vrai que des fois, on a envie de faire durer très longtemps les choses, mais... on est rattrapé par ça, et c'est pareil, c'est pas mal, parce que ça permet d'aller à l'essentiel. C'est la fameuse phrase des producteurs, hein. L'art, ouais, voilà, la meurt de liberté se nourrit de contraintes, je sais plus quoi, on adore cette phrase. Ouais. Merci beaucoup, merci messieurs, merci mesdames. Personnalisé, peut-être pour monsieur Harari, ou monsieur Granier pour aussi répondre. Concernant l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment concevez-vous l'avenir de votre profession ? Voyez-vous ça comme un danger ou bien comme une opportunité ? Alors ouais, il y a plein d'usages possibles. On peut le prendre dans plein de sens. Il se trouve que dans l'extrait du Monde de demain, il y a de l'intelligence artificielle. Parce que donc il y avait cet enjeu particulier des scènes de danse. Et donc l'acteur Anthony Bajon qui joue Kulchen, il savait pas breaker aussi bien que Kulchen, donc il avait appris un certain nombre de mouvements, mais les trucs les plus compliqués, il pouvait pas les faire. Et donc il y a une doublure de son gabarit, avec sa coiffure, etc., qui fait les plans. Donc là on voit bien comment c'est monté entre des plans larges, des plans de dos, etc. Et on revient régulièrement à des plans plus serrés de l'acteur, mais il y a 2 plans où en fait... ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire c'est une méthode qui permet par l'intelligence artificielle de modéliser le visage de l'acteur et ensuite de l'incruster
à l'intérieur de la doublure, quoi. Et donc, à l'époque, c'était le labo MacGuff qui était un des premiers à avoir développé ça en France il y a quelques années. Maintenant, ça se développe beaucoup plus, mais et qui nous accompagnait sur le projet et qui nous a proposé de travailler là-dessus. C'est même presque venu d'eux, nous dire voilà, plutôt que de passer que par le montage, on peut un moment, pour crédibiliser les moments de danse, faire un plan large avec le personnage qui danse, et on voit que c'est son visage, surtout quand il est à l'arrêt et qu'il se met à danser, quand il danse, qu'il s'arrête. C'est là où c'est le plus frappant parce qu'on a le temps de sentir son visage. Et donc il y a 2 plans comme ça de face où on le voit faire des mouvements très complexes et où on a incrusté son visage. Donc voilà. Donc il se trouve que moi je l'ai déjà utilisé comme ça, et ce qui est intéressant, c'est que ça permettait des choses, mais il nous l'avait un peu survendu. Enfin, il nous avait dit faites plein de plans larges, ça va être super. Et puis en fait, c'était quand même beaucoup de travail pour le rendre un peu réaliste, précis, qu'on y croit. Et donc il y a aussi une méthode très classique par le montage et très éprouvée, qui fonctionne très bien, qu'ils ont beaucoup utilisé au montage. Après, plus généralement, il y aurait plein de trucs à dire, c'est compliqué parce que c'est très large, mais juste sur un truc, moi ce qui me pose un peu question, c'est les outils type ChatGPT, là, enfin les outils qui créent des images ou qui, à partir d'informations qu'on leur donne, etc. Je trouve ça problématique, pas dans l'absolu, parce que je pense que c'est un outil comme un autre. Peut-être qu'après tout, des artistes vont s'en emparer. Enfin, d'ailleurs, je parle même pas là de nos métiers à nous, mais je veux dire, ça peut être un outil. Mais je vois, en termes de formation pour les jeunes, les étudiants, etc., ça devient un outil vachement utilisé, parce que c'est hyper facile. Par exemple, moi, j'interviens des fois à la Cinéfabrique, qui est une école à Lyon, et de plus en plus, il y a des étudiants pour faire des moodboards, chercher des références visuelles quand ils préparent leur projet de court-métrage. Donc moi, j'encadre les projets de court-métrage. Les étudiants en images, maintenant, ça se fait vachement de taper ambiance de nuit, bar, rouge, je sais pas quoi, et hop, ça vous sort des images. Et en fait, mais de la même manière, maintenant, les jeunes, pour répondre à un partiel à la fac, ils rentrent les infos, et puis pour faire une analyse de film, ma nièce m'a raconté ça, là, tous ses copains à la fac de cinéma, ils rentrent, ils mettent le film, et puis c'est ChatGPT qui leur fait le truc. Bon, en termes de formation, notamment de culture visuelle, je pense que c'est un peu inquiétant, parce que moi je pense que la cinéphilie, le fait de voir plein de films différents, des images, des photos, des peintures, de se former sa propre culture visuelle, c'est hyper important dans nos métiers. Et ça, la facilité des outils maintenant, notamment grâce à l'intelligence artificielle, ça peut être un peu inquiétant, parce que si les gens qui font les films demain sont formés par ça, parce que ça induit une certaine flemme, quoi, une certaine facilité. Voilà, moi je m'arrêterai là-dessus, ça c'est un petit peu inquiétant, quoi. Je vais faire une réponse plus... par rapport à l'étalonnage notamment, l'intelligence artificielle est vraiment en train de nous permettre d'analyser, de créer de la métadonnée autour d'une image qui aurait été tournée. Imaginons un film traditionnel tourné en caméra épaule avec des super comédiens. Et là, on va pouvoir très facilement isoler des éléments, le visage, les yeux, des parties du visage, pour les retravailler spécifiquement. Donc là, ça ouvre quand même un champ des possibles sur l'étalonnage, donc là vraiment pour la couleur. Mais en effet spéciaux, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur le fait d'intégrer donc on parlait d'un visage, mais on pourrait imaginer des paysages, imaginer plein de choses à venir, des éléments à rajouter dans une image pour raconter une histoire. Donc je pense que c'est des outils, sans parler d'IA générative qui grosso modo mange tout l'espace médiatique quand on parle d'IA. On a l'IA de metadata, donc l'analyse de l'image 2D en 3D, qui là ouvre quand même un champ des possibles sur la post-production assez costaud. Ça va de la sélection des verres sur la table et de la table en promptant, en disant sélectionne-moi à la table, jusqu'à le fait de rajouter des éléments dans l'image. Mais je veux dire, c'est que c'est là, et ça va nous aider dans la manière de travailler sans forcément remplacer la manière de fabriquer les films. On va pouvoir aller plus loin. Je sais qu'en son, ils sont déjà bien avancés sur les outils de son que permettent l'intelligence artificielle. Bonjour, merci pour cette table ronde, c'est vraiment super intéressant. J'avais une question pour Céline Salette. Je voulais savoir pourquoi vous aviez voulu faire ce film. Alors je ne sais peut-être pas si c'est un peu trop tôt pour la poser, étant donné que vous saviez que vous n'alliez pas pouvoir montrer les œuvres.
Et voilà, pourquoi ce sujet déjà? Et voilà. Ben, l'histoire de Nikki, c'est l'histoire d'une femme qui devient elle-même, en fait. Ça, c'est le sujet du film. Comment est-ce qu'on peut devenir soi? Donc elle, comme dans tous les parcours héroïques, elle traverse l'enfer, elle va y trouver une connaissance qu'elle ramène au monde. Et puis voilà, c'est un parcours qui est balisé. L'histoire, on la reconnaît, parce qu'on la connaît en fait déjà. Mais les sujets qu'elle traverse, sa sorte d'enfer, les sortes de dragons qu'elle combat, c'est des dragons qui résonnent aujourd'hui. En vrai, il aurait déjà dû y avoir 25 films sur Niki de Saint-Phalle, parce que c'est une femme qui est tellement inspirante. Suzanne Chardon voulait faire un film. Tout le monde s'est arrêté à ça. C'est un hasard vraiment que nous, on s'y soit pas arrêté, avec mes producteurs, et le courage de dire oui, en effet, c'est une femme qui a une vie publique, qui a écrit des autobiographies, donc on a le droit en fait d'en faire un film. Mais je pense que c'est pas seulement un hasard, c'est aussi parce que maintenant seulement on peut mesurer la portée de ce qu'elle a accompli au regard du traumatisme qu'elle a vécu, parce qu'on sait plus sur l'inceste, parce qu'on en parle plus, parce qu'il n'est, à l'époque où elle le révèle, elle a 64 ans et c'est encore tellement tabou que c'est dégueulasse. Ça pervertit le regard des gens sur son œuvre. C'est pour ça que la famille est traumatisée et ne veut pas parler d'inceste, de Nikki. Il y a encore tellement à l'époque de dégoût qui est associé à cette chose impensable. C'est ce crime d'une violence inouïe. C'est un crime que moi donc j'ai enquêté dessus, qui est très proche de la mort en fait. Nikki, son frère s'est suicidé, sa sœur s'est suicidée. Quand des gens parlent du film, parlent de maladies psychiatriques et tout ça, ou de maladies, mais moi c'est l'occasion pour moi de dire aussi, quand on traverse ce genre de trauma, en fait, ce sont les conséquences normales. 80% des gens qui subissent un inceste passent par l'hôpital psychiatrique ou se tuent. Et les chiffres de l'inceste aujourd'hui en tant que réalité sont immenses. Face à ça, il y avait une commission qui a été mise en place, mais qui a été écartée. Il y a vraiment des combats à mener aujourd'hui. Cette histoire, elle résonne. Et Nikki, comme chevalier, déjà à l'époque, héritière des chevaliers et chevalier elle-même, héroïne, elle a des choses à nous dire en tant qu'exemple. Une autre question. D'accord, monsieur, j'ai bien compris. Alors, j'ai une question pour Gilles Granier et Mathieu Vadepied. Moi, je suis à la base comédienne et j'ai réalisé aussi mon premier court-métrage. Et comme ça ne se voit pas, ou peut-être je suis noire, et donc, du coup, je me suis posé la question quand je suis passée derrière la caméra et quand j'ai cherché un chef opérateur. Est-ce que les chefs opérateurs prennent en compte la couleur de peau? Enfin, moi, je ne m'étais pas du tout posé la question, hein. Mais est-ce qu'un chef opérateur qui a l'habitude de filmer des peaux noires ou qui est noir a une autre approche qu'un chef opérateur qui est blanc? Est-ce qu'il se rend compte des mêmes difficultés ou pas? Est-ce que vous le prenez en compte? Et dans le travail d'étalonnage, effectivement, moi j'ai vu, puisque j'y étais aussi, le grain de peau, les filtres, etc., la façon dont la couleur de peau peut être plutôt vert, orangé, etc., pour les peaux noires, et d'autres types de peau, hein, je suppose. Mais parce que je suis passée derrière la caméra, toutes ces questions sont venues. Est-ce que vous les avez eues ou pas? Oui, bonsoir. Oui, je les ai. Enfin, je me les suis posés, mais en même temps, quand j'ai filmé Omar Sy, par exemple, sur Intouchable, je me posais la question, et les réponses que j'ai trouvées, c'était vraiment très pragmatique, quoi. C'était sur le moment, dans le décor, en fonction des contrastes qu'il y avait, du type d'éclairage que j'utilisais. Je trouvais surtout que... alors je ne sais pas quelle est la subjectivité là-dedans, mais que ça m'intéressait beaucoup de filmer des peaux plus sombres, des peaux noires, aussi parce que il y avait une question de réflexion, disons, différente de la lumière que sur les peaux blanches, notamment la nuit.
Et donc j'ai beaucoup pris de plaisir à faire ça, en fait, à l'expérimenter, mais j'en ai pas tiré une théorie. Et puis après, ça s'est évidemment posé sur Tirailleurs avec surtout, il y avait la question de filmer les scènes de nuit dans les tranchées avec que des acteurs à la peau noire. Voilà, comment éclairer ça? Comment faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression que justement que c'est éclairé? C'était vraiment un peu un cas d'école. Et en fait, bon, c'est pas moi qui ai fait la lumière, donc je me suis un peu déchargé sur le chef opérateur déjà. C'était pas mal. Mais non, il y avait quelque chose qui s'est passé assez naturellement. Je me posais la question, alors il y a les peaux noires, les fonds c'est de la terre, donc c'est sombre. Comment ça va se détacher, comment ça va réagir à l'image. Il y avait les costumes qui étaient sombres aussi. Donc c'était une vraie question de toute façon, c'est toujours très compliqué en fait d'aborder des décors de nuit où il n'y a aucune justification de lumière. C'est-à-dire dans la nature, quel que soit le type de nature, c'est vraiment, à part se dire, il y a un éclairage un peu qui serait la lune, disons, qui donne une espèce de base comme ça, un peu en contre-jour. C'est toujours très complexe. Là, on a trouvé des réponses un peu dans la douceur, en fait, je pense, dans le fait de travailler plus avec des choses qui soient indirectes, si on parle de type d'éclairage, pour travailler plus des questions de réflexion sur la peau que d'incidence directe, en fait. Bon, voilà, je ne veux pas parler trop. Pour parler, dans la science suit le sens de la création de l'image. Donc à l'étalonnage, oui, on va justement reprendre ces brillances sur les peaux noires pour généralement les forcer un petit peu plus pour sentir plus les visages en volume. C'est quelque chose qu'on va faire aussi sur des peaux blanches. Mais c'est sûr que sur une peau noire, on va forcer un petit peu plus le trait. Et après, de manière plus générale, sur les différences de carnation, c'est une question assez centrale en étalonnage, le rendu de la peau. Et je vous invite à regarder tous nos visages. On est tous très différents en termes de couleurs. Et donc au cinéma, on est un peu moins tolérant, je trouve. On a tendance à vouloir en étalonnage rééquilibrer un petit peu les écarts de teinte de peau qu'il y a entre les personnages. Donc il y a un gros travail en étalonnage rendu qui est fait pour lisser un peu ces différences. Alors moi désolée, j'ai pas de questions, c'est juste pour revenir, si ça vous intéresse, il y a un très bel ouvrage qui a été écrit sur ce sujet des peaux noires, écrit par une étudiante de Louis Lumière, enfin ex-étudiante de Lumière, qui s'appelle Diarra Sourang. Il me semble que le titre c'est Éclairer les peaux noires ou quelque chose d'assez proche, facile à trouver, et il est très bien fait. Les peaux foncées. Merci beaucoup. Moi j'aurais une question plutôt pour Gilles. Ce serait de vous demander de décrire un petit peu, au travers de vos expériences, le trio réalisateur, réalisatrice, étalonneur, chef opérateur. Et dans des projets où il y a peut-être plus de moyens et de confort, dans quelle mesure vous préparez à 3 ? Ou est-ce que c'est plutôt chef opérateur, étalonneur et ensuite chef opérateur, réalisateur ? Donc est-ce que ça se fait à 3 ou comment, en tout cas vous aimez travailler ou vous avez déjà travaillé en prépa? Et ensuite en étalonnage, est-ce qu'il y a des cas de figure où vous êtes avec le réalisateur sans chef opérateur ou l'inverse, ou plutôt souvent à 3? Enfin c'est cette dynamique à 3 qui m'intéresse. Alors bon, généralement, il y a, en fait, le choix de l'étalonneur arrive un peu après déjà le binôme directeur de la photographie à réalisation. Après ce binôme, une fois que moi je rentre en scène, je dirais choisi par le duo et plutôt par le directeur et directrice de la photo, on va commencer vraiment à travailler sur le look du film. Donc souvent je vais leur demander de m'abreuver un petit peu d'images de référence pour commencer à fabriquer le rendu qu'on va fabriquer pour la caméra, qui va déjà permettre d'avoir un retour plateau avec une intention visuelle, qui va permettre à toute l'équipe de se fédérer autour de cette première intention, c'est-à-dire intégrer la déco, intégrer les costumes, pour que chacun vienne voir
comment rendre comment rendre leur travail au travers de ce prisme de la caméra. Parce qu'on parlait d'image naturelle, mais pour moi, une caméra, ça rend un réglage usine de base. C'est pas la vraie vie. Et donc là, en fait, c'est comme si on fabriquait une nouvelle caméra pour le film. On va vraiment chercher d'entrée de jeu à changer ça. Une fois que ça s'est fait, donc je vais laisser passer le tournage en faisant des fois des ajustements, mais en surveillant un peu ce qui sort, et on se parle régulièrement. Et quand il y a de l'étalonnage de rush, on va parler tous les jours avec l'équipe caméra pour qu'ils nous donnent des directions, pour qu'on compense déjà, pour que le montage ait une image la plus proche possible de l'image finale. Et ensuite, donc on va laisser passer le montage, on se retrouve quelques semaines, quelques mois plus tard. Et donc là, il y a un peu tous les cas de figure. Il y en a qui adorent travailler à 3. Vraiment, on a la réalisation, la direction photo et l'étalonnage tous ensemble. C'est le cas par exemple d'Arnaud Desplechin qui ne rate pas une minute d'étalonnage. Il y en a qui vont, grosso modo, on va travailler avec la direction photo et on va proposer tous les jours, on va dire 1 heure de projection à la réalisation pour qu'on puisse avoir un retour avec plus de recul. Et aussi, il faut savoir qu'à ce moment-là, Céline pourra confirmer, il y a quand même une multiplicité de tâches à accomplir pour la personne qui réalise le film. C'est d'être au montage son, au mixage, à l'étalo, à la promotion du film. Donc c'est rare qu'on ait la personne disponible tout le temps, 10 heures par jour à la tâche. Donc la plupart des schémas, c'est quand même qu'on travaille avec la direction photo et on présente à la réalisation. On va prendre une dernière question, peut-être pas. Ah si, quelqu'un se lance. Monsieur à gauche. Il y en a eu 2. Mais alors, ouais, elle était un peu générale pour vous tous. J'aurais aimé, alors du coup, rapidement, dites-nous l'image cinématographique qui vous a marqué, qui vous a donné envie de faire du cinéma, de faire de l'image. C'est quoi votre impulsion ? Allez, un film. Moi, c'est un plan de M. le Maudit de Fritz Lang. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce film des années 30, et donc c'est l'ombre de l'acteur sur une colonne Maurice qui se détache comme ça, très graphique. J'ai vu ça quand j'avais 11 ans et ça m'a un peu traumatisé. Après, j'ai eu envie de voir des films, quoi. Voilà, en gros. Pour poursuivre sur les 18 traumas, moi, quand j'ai vu des Dents de la Mer, après, j'ai plus pu rentrer dans une piscine. Donc, je pense que ça m'a bien marqué en termes d'image. Moi, c'est peut-être des films Super 8 que faisait mon grand-père. Voilà, c'est plus ça. Et puis après, il y a des chocs successifs. Il y a Cassavetes, c'est vaste. Après, c'est long à raconter. Moi, le film qui m'a profondément marqué, que j'ai vu très jeune, parce que c'est un film facile, c'est Était une fois en Amérique. C'est mon film de chevet, c'est mon film préféré. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, voilà. Bon, moi, j'ai tout raté parce que c'était Blowout, et du coup, je rêvais de faire du son au cinéma. Et... de 2 heures en notre compagnie, et on va conclure avec un très très court photographie, membre de l'ARP de l'AFC, Pierre William Glenn regarde ça et puis on vous souhaite une bonne soirée.